Cet épisode final est révélateur non seulement du processus créatif de la saison de Alien Earth par son showrunner, Noah Hawley, mais aussi de la manière dont il envisage une éventuelle suite. Si l'objectif consistait à fournir une forme de résolution partielle tout en conservant des éléments pour une suite, il me semble qu'il a abouti à un déséquilibre manifeste entre maigre satisfaction des attentes et tentative presque grossière de forcer la validation d'une saison 2. Maintenant que cette première saison est terminée et que l'image d'ensemble est disponible, je vais davantage exprimer une opinion sur elle, même si l'analyse de l'épisode sera aussi au rendez-vous de cette vidéo. Loin de moi toutefois l'idée de me ranger à l'opinion de c'est tout pourri, une série sans intérêt qui massacre la licence et c'est la faute de Disney, blablabla, sinon je n'aurais pas continué à analyser avec minutie chaque épisode. Cette série est intéressante du fait d'une proposition qui associe grande qualité et gros défauts, un mélange pas si courant et plutôt déstabilisant, si on met de côté certaines apparitions peu convaincantes du xénomorphe, tandis que d'autres restent plus que correctes, on peut dire que la photographie et la plupart des choix esthétiques de la saison sont des réussites. Les intros et la musique originale sont de bons ingrédients, de même que des personnages tels que Kirsch et Morrow, en premier lieu je dirais, sachant qu'on trouve de la nuance chez bon nombre d'autres personnages. Dans les grandes lignes, la série propose un élargissement de la notion de prédateur extraterrestre tout en s'interrogeant sur la nature humaine et la possibilité de l'émergence d'une forme de vie supérieure et différente, avec les hybrides bien sûr. Ce n'est qu'un potentiel bien sûr, car même quand Wendy rassemble le groupe et prend le contrôle, l'ensemble reste empreint d'une indéniable naïveté. Noah Hawley confesse lui-même en interview qu'il est surtout habitué à déployer des saisons en 10 épisodes et que la nécessité de commencer avec le crash du vaisseau puis de revenir aux événements à bord du Maginot dans le flashback de l'épisode 5 ne laissait qu'assez peu de temps pour à la fois poser une ambiance et des personnages sur Neverland tout en apportant une résolution satisfaisante et en laissant la porte ouverte à une suite. Comme je le laissais entendre en introduction, je trouve que l'équilibre n'a pas été trouvé sur ce final et que Noah Hawley et son équipe de scénaristes ont donné la priorité à un éventuel renouvellement de la série plutôt que sur la satisfaction des téléspectateurs. En interview, il estime que s'il ne devait pas y avoir de suite, ce ne serait pas si grave et qu'il reviendrait alors aux téléspectateurs d'imaginer la suite de l'histoire, et c'est le type de déclaration que je trouve aussi creuse qui est respectueuse. Personne ou presque ne va s'amuser à imaginer la suite de cette histoire et les gens ne détestent rien de plus dans une série annulée que l'absence de réponse et d'aboutissement des intrigues et souvent la tristesse de savoir ne plus jamais retrouver certains personnages qu'ils avaient particulièrement appréciés. Le showrunner a volontairement laissé autant de pistes ouvertes pour pousser, un peu trop à mon goût, le studio à renouveler la série, et donc sa rémunération et tout ce qui suit littéralement. Il évoque le raisonnement artistique et commercial en interview, et en lisant entre les lignes, il ne fait aucun doute pour moi qu'il a fait ce pari d'une fin orpheline et cruellement ouverte. D'un point de vue plus artistique, je pense qu'il a simplement dû concéder son incapacité à écrire quelque chose de plus abouti en 8 épisodes, et qu'il a donc choisi d'ouvrir les pistes et de laisser la mission de les explorer pour les éventuelles saisons suivantes. Pour ne prendre qu'un exemple, je ne me fais aucune illusion, je suis convaincu que les scénaristes n'ont absolument aucune idée quant à l'éventuelle capacité à communiquer de la Théocellus dans un corps humain, et encore moins du type de choses qu'elle aurait à dire. C'est problématique car c'était une attente très forte et volontairement implantée auprès du public et dans la saison, en sachant pertinemment qu'aucune forme de réponse n'y serait apportée dans le final. De même, on ne sait absolument pas ce qui rend Wendy si unique. À titre personnel, je ne m'attendais pas à avoir une telle explication de toute façon, mais je comprends que certains puissent la souhaiter. Les attentes concernant la plante carnivore se résolvent aussi avec la mort inutile et décevante de Siberian. Déjà, la mort en elle-même est plutôt simpliste. Certaines images de bande-annonce laissaient envisager une sorte de membrane et une personne encore vivante prisonnière à l'intérieur de la plante, mais on se retrouve avec une simple pression qui écrase la proie. C'est vraiment pas terrible en comparaison des autres créatures. Et surtout, quitte à tuer l'ami de Joe, il aurait été plus intéressant, je pense, de la laisser mourir entre les mains de Nibs pour nourrir la tension et mettre Wendy en porte-à-faux entre les deux. On peut poursuivre la liste avec ce que beaucoup attendaient de découvrir, à savoir comment Boy Cavalier allait mourir, par quelle créature il serait tué, contrôlé, mais on emprunte le chemin le moins audacieux en laissant en vie tous les protagonistes importants. Les meilleures scènes de l'épisode étaient encore celles de la Théocellus avec une véritable tension dans sa tentative de parasiter Joe. L'intervention d'Atom Hines était fun également, de même dans une certaine mesure que la capacité de Wendy à contrôler son corps, même si tout le monde va maintenant la comparer à Neo de Matrix, j'imagine. Voir la Théocellus s'enfuir en se faufilant laissait espérer le parasitage surprise d'un personnage inattendu, mais à la place on a eu une téléportation dénuée de toute logique jusqu'à la plage et le cadavre d'Arthur,
alors même qu'il s'agit du seul personnage dont la Théocellus n'avait aucune raison de connaître l'emplacement exact. Par ailleurs, même si on admet que le parasite puisse animer un cadavre, on peut aussi imaginer sans peine que d'un point de vue de pure efficacité, cela doit être incroyablement plus dur et donc moins efficace que d'animer un corps vivant dont l'organisme peut simplement recevoir des ordres d'un cerveau, que la Théocellus pirate en quelque sorte. Tout cela manque un peu de rigueur et vient réduire l'impact dramatique de la scène. On s'attend presque maintenant à suivre un spin-off comique sur les tribulations du cadavre au gros œil. Choisir un corps aussi abîmé et néanmoins reconnaissable des gens de l'île est quand même particulièrement stupide de la part de la Théocellus, qu'on nous a vendue comme si intelligente. Un militaire lambda avec un casque à visière serait quand même 1000 fois plus adapté. Ceci étant dit, j'en reviens un peu au déroulé de l'épisode qui commence en nous montrant le xénomorphe poumon qui hante l'île pour dresser cette fois un parallèle plus marqué avec les hybrides quand ils décideront qu'ils sont les fantômes et que c'est d'eux dont il faut avoir peur. On peut voir une forme de réunion familiale ou l'équivalent autour de la tombe de Marcy quand le xénomorphe retrouve Dame Sylvia, mais la scène reste assez creuse malgré tout. On pourrait se moquer facilement de la cage des hybrides qu'on n'a même pas pris la peine de renforcer avec des moyens mécaniques qui ne dépendent donc pas du tout d'un système électronique, comme une chaîne par exemple, tout simplement ou autre. Si le manque total de sens pratique de Boy Cavalier reste problématique chez un génie, on a encore plus de mal à imaginer qu'un synthétique comme Atom Heinz ne pense pas à ce type de précautions élémentaires. Pendant ce temps, Boy regarde ses deux jouets favoris en revoyant la naissance de Wendy comme un père un peu déçu, puis en se tournant vers la Théocellus, avec qui il veut tant communiquer. On aura au moins une forme d'aboutissement en fin d'épisode, quand Wendy dira ses 4 vérités à Boy Cavalier, mais aussi d'une certaine manière le rendra fier. Et oui, clairement, le rire de Cavalier quand Wendy annonce que les hybrides vont régner est chargé de sens. On peut y déceler la fierté d'un créateur qui voit enfin sa créature se prendre en main, mais surtout en exprimant un trait de personnalité qu'il estime venir de lui. Ce n'est pas tout car comme le confirme le showrunner, Cavalier a une vision un peu anarchiste du monde et il est plutôt excité de voir qu'une nouvelle espèce qu'il a créée s'apprête à potentiellement rebattre les cartes du pouvoir sur Terre. C'est une perspective nouvelle et donc stimulante pour lui qui souffre d'une version sévère du trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, comme révélé par Kirsch. La dynamique qui s'installe entre les hybrides est assez étonnante, le développement de Nibs est pour l'instant stoppé en mode machine à tuer que Wendy peut déclencher sur un simple ordre, ce qui semble faire perdre pas mal de profondeur et d'intérêt au personnage de Nibs. Quant à l'opposition entre Curly et Wendy, elle est rapidement résolue, alors que Curly reprend son prénom de Jane et s'inscrit dans le narratif proposé par Wendy, qui ferait d'elle sa fille symbolique. La seule faille évidente qui reste sépare malheureusement les deux meilleurs amis, Slightly et Smee, tandis que ce dernier laisse clairement entendre qu'il tient Slightly pour responsable de ce qui est arrivé à Arthur. Le flashback dans les souvenirs de Joe au travers des lettres de sa sœur malade arrive un peu comme un choix étonnant qui n'apporte rien de nouveau, si ce n'est peut-être préparer une forme de deuil et d'acceptation selon laquelle Marcy a bel et bien disparu et que la personne qu'il a désormais face à lui, de son propre aveu, n'est ni Wendy, ni Marcy, ni enfant, ni adulte, mais quelque chose ou quelqu'un qui doit encore se définir. Bon, une ado quoi en résumé, on pourrait répondre pour se moquer, mais je pense qu'il faut reconnaître sur ce point l'une des réussites ou semi-réussites de la série, avec un questionnement en cours quant à ce qu'implique la conscience, voire l'âme et son existence en dehors d'un corps organique, ce qui ferait de nous tous des Ghosts in the Shell. Disons au moins que si ce n'est pas forcément une réussite, ce n'est pas non plus un échec, et que c'est une thématique en cours d'exploration dans la série. L'affrontement entre Kirsch et Moreau fait partie des rares aboutissements que propose ce final parmi toutes les promesses laissées en suspens, un affrontement relativement bref, mais intéressant dans la mesure où il n'y a aucune évidence quant à celui qu'on souhaite voir triompher en tant que spectateur. L'évocation de l'histoire de John Henry vient piocher, si j'ose dire, dans le mythe typiquement américain. On ne sait pas à quel point cette histoire est partiellement vraie ou totalement inventée, mais il s'agit donc d'un ouvrier noir particulièrement efficace durant le 19e siècle et la construction du chemin de fer. Même s'il remporte son concours contre une machine, que ce soit pour poser des rails ou briser des roches, il finit par en mourir d'épuisement. C'est typique d'une parabole à laquelle on fait dire ce qu'on veut, et justement John Henry a été utilisé pour diverses causes au fil de l'histoire américaine. Il est amusant de le retrouver ici dans le débat de la supériorité entre hommes et machines, entre Moreau et Kirsch, alors même que les hybrides les observent, puis viennent les dominer en ayant dépassé cette distinction. Je pense qu'on peut assez légitimement se sentir un peu déçu que la série n'ait prévu aucun plan d'ensemble ou au moins des mesures spécifiques mises en place par Kirsch dans l'hypothèse probable où tout partirait en vrille. On le positionne volontairement comme cette figure qui expérimente en conditions réelles sur les comportements des humains, des hybrides et des créatures pour au final le traiter comme un sbire
sans grande envergure. Dans le rapport de Wendy aux xénomorphes, j'ai envie de souligner qu'elle perpétue une vision très capitaliste et hiérarchisée du monde. Je ne suis même pas sûr qu'il s'agisse d'un choix réfléchi et conscient de la part des scénaristes. Je fais ici référence à la désinvolture avec laquelle Wendy laisse le xénomorphe massacrer des tas de soldats qui ne font que leur métier au final et qu'on n'a jamais vu commettre le moindre acte répréhensible depuis le début de la saison, alors qu'elle va soigneusement épargner le riche cavalier. Voilà qui confirme le point de vue de Siberian qui disait qu'ils étaient des expendables, ce qui vaut aussi bien pour l'attitude des personnages principaux envers eux que celle des scénaristes. Seul Joe continue de faire exception et même de se préoccuper de ne pas laisser Moreau tuer leur garde. Du côté du contrôle apparemment complet de Wendy sur le Xéno, Noah Hawley laisse entendre que ce n'est peut-être que temporaire et sans doute pas aussi absolu que Wendy pourrait le supposer. Il indique la volonté d'explorer la dimension sociale de la créature, comme c'était déjà le cas dans le film Aliens de 86. Tant que je parle d'Aliens, on peut relever une référence à un dialogue du film quand le chef d'escouade demande de Stay Frosty en VO, ce qui est une réplique de Dwayne Hicks à Hudson et Vasquez. Un autre élément de frustration potentielle et de narration mal maîtrisée se situe dans les images des avions de Weyland-Yutani qui approchent de l'île avec le visage de la dirigeante en surimpression. Tout ça pour n'aboutir à rien du tout dans ce final, même pas un débarquement ou une alerte ou que sais-je. Et surtout, même si ça c'est peut-être volontaire de la part des scénaristes, cela semble vider de son sens la déclaration de Wendy qui annonce qu'ils vont maintenant prendre le contrôle, un contrôle qui risque de ne durer que 5 minutes et 30 secondes à vue de nez. Il y a sans doute un symbolisme voulu dans l'image de Boy attaché les bras en croix, avec Sylvia à sa droite, en bas, et Kirsch en haut à sa gauche, une forme de trinité mais qui inclurait la Vierge, ou je ne sais quoi. Ce qui est plus clair mais qui échappe à Wendy, c'est qu'elle reproduit en quelque sorte le schéma de cavalier qui a tué un père abusif pour bâtir son propre empire. Certains regretteront sans doute l'absence de lien établi avec le lancement du Nostromo qui, selon la chronologie officielle, du moins jusqu'alors, doit bientôt décoller de la Terre durant les événements de la saison. Noah Hawley explique avoir conscience de cet enjeu et de cette contrainte narrative, sachant qu'il réserve la résolution éventuelle de cette question et la création de ce pont narratif aux prochaines saisons éventuelles. Et éventuelles car l'annonce officielle d'un renouvellement de la série n'existe pas encore, même si Hawley se dit prêt à se remettre au travail dès que le coup d'envoi sera tiré. Concrètement, il semble fort improbable de voir une suite potentielle avant 2027. Toutefois, Hawley espère nous avoir donné suffisamment de matière pour nous maintenir en haleine d'ici là. Je vous laisse juge de savoir s'il a raison. De mon côté, malgré les déceptions associées à cet épisode final frileux et manquant de générosité, je sais que je regarderai une suite si elle survient, même si ce nouveau rythme des séries à gros budget avec cet espacement trop long entre saisons se confirme comme un problème que les studios feraient bien de ne pas prendre à la légère. Alien Earth c'est donc fini pour l'instant, mais il y a littéralement des dizaines de sujets culture pop qui arrivent dans l'actualité et sur la chaîne, alors restez au taquet pour commencer avec un film, une bataille après l'autre, qui sort aujourd'hui, ce mercredi, et que la presse internationale désigne comme une œuvre majeure, un chef-d'œuvre. Je vous invite donc à le voir en salle et à venir vendredi sur la chaîne pour la vidéo que je lui consacrerai. Je vais très légèrement me répéter, mais si je ne le fais pas, ça fonctionne moins bien, alors je compte sur vos pouces en l'air, vos commentaires, vos abonnements pour soutenir la vidéo, la chaîne. Et si vous ne le faites pas, eh bien je serai obligé de vous mettre en boucle le discours de Trump aux Nations Unies, et ce sera en 24/24 dans votre flux visuel et auditif, et je pense que vous en ressortirez différent. À très vite pour de nouvelles aventures. Salut.